Bonjour, Monsieur le Président, membres du jury et invités. Merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Heriberto Martinez et aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux faits dans le cadre de ma thèse intitulée Amélioration de la qualité des granulats de béton recyclés par précipitation. C'est un travail que j'ai réalisé au laboratoire CPDM de l'Université Gustave Eiffel, campus Marne-la-Vallée. Pour commencer cette présentation, je vais vous en parler du contexte de ma thèse. Le béton, c'est l'une des substances les plus consommées au monde et il a des effets négatifs sur l'environnement. En ce qui concerne les ciments, il est responsable de 6% des émissions globales de dioxyde de carbone. Dans un autre exemple, on a les déchets issus de la démolition des bâtiments, ce qui entraîne des problèmes de logistique et la pollution des sols. Donc, afin de vouloir diminuer ces effets négatifs, nous allons privilégier certaines voies, comme la production de ciments moins émetteurs, la recarbonatation de béton afin d'améliorer la durabilité des bâtiments, ou le recyclage de ces déchets de démolition en tant que granulats de béton recyclés. Les granulats de béton recyclés, ils sont composés d'un granulat naturel. Nous allons trouver une pâte de matière résiduelle première attachée à la surface. Cette pâte, elle est très poreuse, donc nos gravillons de béton recyclés, ils ont une absorption élevée. Aussi, cette pâte, elle est très rugueuse. Donc, nous allons trouver une faible capacité et des performances mécaniques modérées. Quand nous allons utiliser ces gravillons recyclés dans un nouveau béton, l'absorption élevée fera que dans notre nouveau béton ait une absorption, que la durabilité descend. Et la capacité faible et les performances mécaniques modérées feront que notre nouveau béton a des performances mécaniques et la durabilité diminue. Donc, si on ne change pas la formule, donc si on veut compenser la durabilité de ce nouveau béton, nous devons ajouter du long. Et si nous voulons compenser les performances mécaniques et la durabilité, nous devons ajouter du ciment. Donc, oui, on est en train de recycler les gravillons de béton recyclés, mais on consomme plus de ressources. Donc, on n'améliore pas du tout l'économie circulaire de béton. De plus, lors de la production de gravillons recyclés, on produit 50% de sable et 50% de gravillons recyclés. Et on constate que quand le diamètre des granulats diminue, il y a la proportion de la pâte résiduelle qui augmente. Et nous recyclons facilement les gravillons recyclés car ils ont une absorption entre 4 et 6%. Donc, ils ont un impact modéré dans les nouveaux bétons. Et on les recycle de 30 et 40% sans modifier la formulation. Et on peut même substituer 100% des granulats naturels par des gravillons recyclés avec une modification légère de la formulation. Au contraire, pour les sables recyclés, car nous allons trouver qu'ils sont plus de cette part résiduelle, donc leur absorption est majeure, donc 5 et 10%, et ils vont avoir un impact plus fort sur les propriétés du béton. Mais surtout, il est difficile à maîtriser la teneur en eau des granulats, ce qui affecte la durabilité. C'est pourquoi les sacs à recycler sont très peu utilisés. Donc, on a une nécessité à améliorer la qualité afin d'augmenter le recyclage sans augmenter l'impact du dioxyde de carbone. Comment on peut améliorer la qualité de ces granulats recyclés? Donc, nous pouvons éliminer la pâte à travers ces techniques thermiques, mécaniques ou chimiques, mais ceci produit des contaminants aux écoutes élevées ou peuvent endommager les granulats. Nous pouvons aussi opter pour diminuer leur porosité à travers de la carbonatation naturelle, qui est cette interaction entre la portion dite de béton, les dioxydes de carbone atmosphériques pour former du carbonate de calcium. Donc, ces minéraux ils peuvent boucher les ports des granulats recyclés énormément de qualité. Mais la contrainte, c'est que cette réaction elle est très lente, elle prend des années ou des mois, elle est très réalisée. Nous pouvons aussi utiliser la carbonatation accélérée. Donc, elle repose sur la même réaction que la carbonatation naturelle, sauf que nous allons chercher à utiliser du dioxyde de carbone concentré. Par exemple, dans le projet national Pascal, ce qui est envisagé, c'est de prendre le dioxyde de carbone des fumées des cimenteries et les stocker dans des gravillons de béton recyclés afin d'améliorer leur qualité, mais aussi pour produire des puits potentiels de dioxyde de carbone afin de réduire le dioxyde de carbone de l'atmosphère et diminuer l'impact de ces gaz. Cette réaction elle est rapide, elle est faite en quelques heures, mais elle est en cours de développement. Et il y a des contraintes de logistique car il faut amener les gaz, les dioxyde de carbone, là où ça doit recycler, et en utilisant aussi des transports qui émettent du dioxyde de carbone. Comme alternative à ce processus, nous proposons
la bioprécipitation. C'est quoi la bioprécipitation? Donc, c'est un processus naturel de la formation de carbonate de calcium qui est réalisé par des micro-organismes. Dans ce schéma, je vous illustre de façon très générale la bioprécipitation bactérienne. Imaginons que notre bactérie est en train de croître sur un support riche en calcium. Elle commence à croître et les calcium vont être attirés à sa membrane par polarité. Ensuite, à travers son métabolisme bactérien, elle peut aussi produire des ions carbonates. Mais si les conditions le permettent, avec une humidité relative supérieure aux 70%, et ces ions carbonates peuvent parvenir de dioxyde de carbone atmosphérique. Donc, notre bactérie, il commence à croître, et dû à leur activité, nous allons trouver des ions concentrés autour de notre cellule, même qui peuvent interagir et former du carbonate de calcium, qui peut complètement envelopper notre cellule bactérienne. L'un des exemples de bioprécipitation que nous pouvons trouver dans la nature, c'est les stromatolites. Et c'est des structures formées au fur et à mesure des années par la classification des biofilms bactériens. On trouve même des stromatolites datés de 3,4 milliards d'années. Vu à comment les bactéries forment le carbonate de calcium, donc on a un intérêt à l'appliquer à la surface des matériaux de construction. Par exemple, pour la restauration des monuments, ici j'illustre l'application de la bioprécipitation sur la façade d'une église afin d'améliorer son apparence. Dans un autre exemple, je vous présente les bétons autoréférents. On cherche à inclure les bactéries dans les bétons, et lorsqu'il y a une fissure produite dans le béton et que l'humidité pénètre, nos bactéries se réveillent et commencent à produire des carbonates de calcium pour réparer cette fissure. Aussi, on a la biocicatisation. Ici, on ne cherche pas à incorporer notre bactérie dans le béton, mais on localise une zone où il y a une fissure, et nous allons arriver avec notre bactérie, une source de calcium et notre nom, à réparer cette fissure pour la production de carbonates de calcium. Et donc, vu ces techniques d'application de la bioprécipitation, comment on pense appliquer la bioprécipitation sur nos gravillons de béton recyclés? Donc, on parvient avec un concept innovant, c'est de former une couche de carbonate de calcium tout autour des granulats recyclés. Cette couche, elle pourrait donc diminuer la porosité de notre granulat. Et attention, cette solution n'est pas un puits de dioxyde de carbone. Et pour réaliser cette couche homogène autour des granulats, il y a eu une première tentative avec la thèse de Marion Mendeville en 2014. Elle a chassé un bactérie, entre autres, qui pouvait croître en fort pH, car le pH des gravillons recyclés est entre 11 et 13, mais nous pouvons trouver des gravillons recyclés très âgés où il y a eu la carbonatation naturelle, où le pH est inférieur à 8. Donc, la bactérie Bacillus aerodurans est isolée dans cette thèse, elle survit à la surface des gravillons recyclés et elle forme du carbonate de calcium. Mais elle creuse à la surface de façon pas uniforme. Donc, quand elle fait la bioprécipitation dans la surface, le dépôt de carbonate de calcium est très hétérogène, ce qui n'est pas diminué l'absorption de matériaux. Et on impute cet dépôt hétérogène à l'absence de biofilms, car les biofilms, elles peuvent favoriser la colonisation bactérienne d'une surface. Avec cette thèse, nous avons une deuxième tentative, dont nos objectifs sont de montrer qu'il est possible de réduire notablement et de façon rapide la porosité des recyclés, en particulier les sables, par la bioprécipitation à l'échelle laboratoire. Et aussi de réfléchir à une pré-industrialisation de ce procédé. Les verrous élevés, donc c'est d'identifier des bactéries qui sont capables de croître à un pH alcalin, de bioprécipiter de carbonate de calcium et à la surface de nos sables recyclés. Et aussi d'optimiser un procédé de colonisation et de bioprécipitation homogène s'appuyant sur la formation de biofilms. J'arrive au sommaire de la présentation. Elle est divisée en 4 points. Les premières, où je vais parler de l'identification et la sélection des micro-organismes, où j'évalue leur capacité à former des biofilms, à croître en fort pH et à précipiter du carbonate de calcium. Ensuite, je vais parler de l'optimisation de la bioprécipitation sur les l'os, pour ensuite continuer sur nos essais de bioprécipitation sur des mortiers modèles. Et à la fin, je vais présenter mes conclusions et mes perspectives. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés pour connaître si la bactérie Bacillus aerodurans utilisée dans la thèse précédente est très capable de former un biofilm. Et pour cela, nous avons inséminé cette bactérie dans une gélose qui favorisait la formation de biofilms, appelée MSG. Cette gélose est très utilisée dans la microbiologie pour analyser les biofilms formés par des différentes souches bactériennes.
Par exemple, je vous montre ici un exemple de biofilm formé sur cette télose d'une souche. Et cette télose est là en couleur transparente. Les couleurs vertes, c'est le support où on a posé notre télose. Pour apprendre, lorsqu'on a inséminé notre bactérie Bacillus aerugans à la surface de cette télose, on a constaté qu'elle ne pouvait pas former de biofilm. Résultat qu'on a confirmé par rapport à une analyse informatique en silicoblast. Donc, à ce moment, nous avons la nécessité de trouver de nouvelles souches bactériennes qui soient candidates pour réaliser notre processus. Ce qu'on a pensé à réaliser, c'est d'aller chercher dans le microbiote des gravillons recyclés. Pourquoi? Car les bactéries à la surface de cette matériau pourraient être déjà habituées aux conditions de survie à cette surface. On a pris nos gravillons recyclés, on les a mis au contact sur des géloses et on a isolé 22 colonies microbiennes. Ensuite, comme nous devons travailler sur une surface alcaline, ce qu'on a fait, on a pris nos 22 souches qui, à ce moment, pouvaient croître à pH 7 et on a réalisé une sélection en fonction du pH de ces micro-organismes, où on a augmenté graduellement les pH à la surface, puisqu'isolé 3 souches qui pouvaient croître à pH 11 et nodos et pH 12. Ces bactéries pouvaient croître dans une suspension nutritive en formant toujours des blocs. Ces blocs, donc c'est des agglomérats cellulaires, comme les biofilms. Mais nous voulons confirmer la capacité de ces bactéries à former des biofilms. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos 3 souches et on les a ensemencées dans la gélose MGG. Nos 3 bactéries, ils sont formés de biofilms à la surface. Mais c'était la souche ADO-3 qui avait formé les biofilms les plus robustes. Donc à ce moment, on décide de poursuivre nos expériences avec cette souche. Vu son intérêt, on a réalisé une analyse génétique et on a apparenté cette souche bactérienne à la bactérie Bacillus agnesi, qui s'avère d'être une bactérie qui est non pathogène et donc sûre pour leur utilisation dans des procédés industriels. Par la suite, on a appelé cette bactérie BH. Après, nous nous sommes intéressés pour connaître plus en profondeur le développement de ces bactéries. D'abord, ce que nous voulions faire, c'est de déterminer leur phase de croissance en suspension. Mais cette bactérie est formée de blocs bactériens de différentes tailles, ce qui nous rendrait problème au moment de vouloir quantifier sa concentration par densité optique. De plus, lors de l'application, on pouvait prendre plus ou moins des agglomérats, donc le répliquage était difficile. Et sa croissance en volume, donc on a réfléchi que sa croissance en volume n'était pas représentative de notre problématique surfacique. En même temps, nous avions inoculé pH à la surface des géloses. Et nous nous sommes aperçus que sa croissance était bonne sur cette support. Donc, on décide d'évaluer leur développement de cette souche sur la gélose. Et celle-ci était plus représentative de notre problématique en surface. Avant de démarrer nos premières essais sur les géloses, on avait pris des photos de notre gélose afin d'avoir des prises de vue pour être analysées en image, et on obtenait des reflets à la surface, vu la nature de la gélose qui est humide. On a développé donc un mini-studio où on isolait notre gélose de la lumière extérieure et on l'exposait à une lumière constante. On pouvait mettre notre appareil pour pouvoir obtenir des photos qui étaient après exploitables avec notre logiciel ImageJ. Donc, une fois établi cette technique, on a démarré notre expérience sur gélose. Notre objectif, c'était de déterminer quelle gélose favorisait la colonisation et la formation de biofilms par pH. Car à ce stade, on avait inoculé VH sur la gélose multipliée et sur la gélose multipliée MGG. Dans cette manipulation, on a ajouté une troisième gélose qui combinait l'apport nutrimental du milieu nutritif et les composants favorisant la formation de biofilms du milieu MGG. On a travaillé avec triplicate, donc 3 géloses par milieu. On a inoculé notre bactérie et on a incubé les géloses pendant 11 jours à 30 Celsius. Et après, on a réalisé un suivi photographique de la croissance. Et pour après analyser les images avec ImageJ. Ici, je vais vous montrer les résultats de cette manipulation.
Le résultat sur la délose nutritive et la délose nutritive MDG est similaire. Donc, on regarde la formation des colonies à la surface dès les premiers jours et un biofilm bien réparti à la surface de la délose au 3e jour. Par contre, sur la délose MDG, la formation de la biomasse à la surface était très lente. Donc, on a repéré une biomasse bien répartie jusqu'au 11e jour d'incubation, à la fin de notre période d'incubation de la manipulation. Quand on a analysé la surface des déloses avec notre logiciel Imagine, on a obtenu le pourcentage de couverture de la biomasse à la surface de nos supports. Et ici, je vous présente donc les pourcentages en fonction du temps. Dans les premiers jours, c'était dans la délose nutritive où la biomasse était mieux répartie que sur la délose nutritive MSG. Donc, avec ces résultats, nous pouvons regarder qu'entre ces deux déloses, ces deux ne favorisait pas la répartition de VH ou de biomasse à la surface. Donc, on décide de poursuivre nos expériences de bioprécipitation avec ces deux déloses. Pour démarrer nos essais de bioprécipitation sur la délose, on avait besoin d'établir une technique pour quantifier notre carbonate de calcium formé sur la délose car elle est de nature polluante. On a créé une technique divisée en deux phases. Un processus de grattage dans lequel on prenait un scalpel et grattait la surface de la délose. On récupérait la masse et on le laissait à 40 degrés Celsius pendant 3 jours. Et ensuite, on reprenait la délose issue de la bioprécipitation, on la coupait en morceaux et on réalisait un processus de autoclave avec 100 ml de l'eau. Après, on reprenait notre flacon et on réalisait un processus de sédimentation dans son étau à 85 Celsius, car à cette température, la délose elle ne repolymérise pas pendant un jour. Après, nous reprenons les dépôts et on les extrait par centrifugation et on séchait la masse à 40 Celsius pendant 3 jours. Ensuite, on ménageait la masse obtenue pour réaliser nos analyses de caractérisation et de quantification des carbonates de calcium par ATG. Aussi, nous avons réfléchi sur quelle source de calcium utiliser. Car sur le béton, par exemple, la source de calcium, c'est la portandite. Mais elle ne peut pas être assez disponible pour notre biomasse. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est repris dans la littérature, où il y a toujours un besoin d'ajouter une source de calcium afin de les rendre plus accessibles pour la biomasse. Différentes sources sont employées, comme les chlorures de calcium, les nitrates de calcium ou l'oxyde de calcium. On a utilisé l'acétate de calcium car elle a une solubilité importante. Elle est une source de carbone, donc l'acétate peut être utilisée par la bactérie pour former plus de biomasse. Et elle a une innocuité vis-à-vis de dans les bétons vis-à-vis de la corrosion. Au contraire, pour les chlorures de calcium qui peuvent entraîner la carbonatation des chlorures, par exemple. Et on parle de constat, qui est dans 100 mol d'acétate de calcium, il y a 1 mol de calcium qui peut produire 1 mol de carbonate de calcium. Donc, si on connaît la quantité initiale d'acétate de calcium à utiliser, nous pouvons calculer la quantité théorique de carbonate de calcium à être formée dans nos essais. Donc, on démarre notre expérience de précipitation sur les lots compétitifs et sur les lots compétitifs MSG. Nos objectifs, c'était de déterminer la quantité de carbonate de calcium précipité et de comparer cette précipitation sur les deux géloses. On a utilisé 15 géloses par milieu et on a établi 5 points d'extraction pour quantifier nos carbonates de calcium. Donc, on a pris nos géloses, on a inoculé notre bactérie à la surface et on a ajouté notre acétate de calcium à cette quantité et à cette concentration utilisée dans la thèse précédente. Donc, on a d'abord inoculé notre bactérie, on a ajouté notre acétate de calcium et on a démarré une période d'incubation de 17 jours à 30 Celsius. Ici, je vous présente donc la quantité théorique formée, la masse de carbonate de calcium formée sur les géloses en fonction du temps d'incubation. Nous pouvons regarder que dès les premiers jours sur les géloses nutritives, on a déjà une masse considérable de carbonate de calcium et que la production se stabilise assez rapidement.
Par contre, on peut se regarder que la délose MGG ne favorise pas la production de carbonate de calcium. Donc, comme dans notre expérience précédente, on a vu que la délose MGG ne favorisait pas la répartition de la biomasse, et maintenant on regarde qu'elle ne favorise pas la précipitation des carbonates, donc on a très peu d'intérêt à l'utiliser. De plus, elle est d'une longue préparation et son prix est élevé. Sur ces images, je vous présente la précipitation des carbonates de calcium réalisée par BH sur la délose. Si j'ai fait un zoom sur l'un des précipitats, nous pouvons regarder que les carbonates de calcium en forme hexagonale quasi circulaire. On peut regarder à sa surface des petits trous d'environ 2 micromètres qui pourraient s'avérer des empreintes bactériennes des processus de bioprécipitation. Ensuite, je vous montre des morphologies des carbonates de calcium qu'on trouve dans la littérature de la calcite, de la carbonite et de la batterie, où nous trouvons des structures assez ressemblables à celles que VH avait produites. Sur cette image de droite, je vous montre les photographies de carbonate de calcium extraits après le processus d'autoclavage, où nous pouvons regarder que cette morphologie hexagonale quasi circulaire est encore sur nos précipitateurs, et que vu des côtés, il est en forme aplatie. Quand on les caractérise par l'observation de rayons X, on détermine que c'est de la calcite et de la batterie. Et comme nous pouvons regarder sur cette image, à ce stade, notre précipitation n'est pas homogène à la surface de la délose. Donc, dans un essai de rendre cette précipitation homogène, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'ajouter plus d'acétate de calcium. Donc, dans notre prochaine manipulation, on a ajouté une quantité d'acétate de calcium 26 fois plus importante que précédemment. Donc, on a pris des déloses, on a inoculé notre bactérie, et ensuite on a ajouté notre acétate de calcium. En même temps, ce qu'on a observé, c'est que les colonies de la bactérie avaient une apparence de forme de croûte blanche. Ensuite, après avoir fait des analyses avec la microscopie Raman à la surface, nous sommes aperçus que sur toute la surface, il y avait de la bactérie, dont nos colonies étaient complètement carbonatées. Et on a un constat, car vu que la biomasse ne s'est pas répartie sur toute la délose, on suggère que c'est la calcification qui a freiné cette répartition. Cela nous a amené à une réflexion. Donc, on avait besoin de laisser la biomasse se développer pour après ajouter notre acétate de calcium et la carbonater. Car si on a plus de biomasse, on a plus de surface à carbonater. Donc, pour nos prochaines expériences, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu examiner la bioprécipitation réalisée, mais par un biofilm âgé de 3 jours, bien installé à la surface de la délose. Et pour cette manipulation, on établit 5 conditions. Nous avons fait varier la quantité d'inoculum initial. On avait 3 déloses par condition. On a ensemencé notre bactérie et on a laissé les biofilms se répandre pendant 3 jours. Et après, on a ajouté notre acétate de calcium à cette quantité. Sur l'image, nous pouvons regarder donc, les biofilms bien implantés avant d'ajouter l'acétate de calcium. Et lorsqu'on ajoute, on peut s'apercevoir de certains changements à la surface. Ensuite, je vous présente la quantité de carbonate de calcium extrait en fonction des conditions. Aussi, je vous montre la quantité théorique de carbonate de calcium est formée en fonction du calcium ajouté. Nous pouvons regarder que nos résultats sont similaires entre toutes les conditions. Donc, on n'observait pas un effet considérable de la biomasse sur la quantité de carbonate de calcium précipité au bout de 15 jours d'incubation. À ce moment, nous nous sommes intéressés donc pour connaître les temps auxquels les biofilms produisaient la majeure quantité de carbonate de calcium, car on pourrait raccourcir les temps d'incubation. Donc, on a démarré en cinétique de bioprécipitation sur gélose. On a pris 2 géloses, on a inoculé notre bactérie, on a laissé les biofilms se former pendant 3 jours, et après, on a ajouté notre acétate de calcium à cette quantité. On a pris nos géloses et on les a incubées pendant 15 jours à 30 Celsius, et on établit 4 points d'extraction pour quantifier notre carbonate de calcium. Ici, je vous montre les images donc, de la biomasse bien répartie avant d'ajouter l'acétate de calcium, et les photographies des surfaces de gélose au point d'extraction au 3e, 7e, 10e et 15e jour.
Ensuite, je vous présente donc la quantité de carbonate de calcium extrait des gélos en fonction des temps. On peut regarder qu'avec cette quantité d'acétate de calcium ajouté, donc la production se stabilise entre le 7e et le 10e jour d'incubation. Mais on recommande de laisser une incubation de 15 jours afin de vérifier qu'on forme toute l'acétate de calcium qui pourrait être formée sur notre biomasse. À ce moment, nous allons regarder que tous les calciums ajoutés à la surface de nos gélos n'étaient pas utilisés pour former du carbonate de calcium. Donc, on a décidé de démarrer une manipulation dans laquelle on dosait l'acétate de calcium ajouté à la surface de notre biofilm. Pour cela, nous avons utilisé des gélos sur lesquels nous avons formé un biofilm bien réparti âgé de 3 jours et on a établi 3 conditions où nous avons fait varier la quantité d'acétate de calcium ajouté sur les gélos. Et on a utilisé cette concentration qu'on est en train d'utiliser dans nos expériences précédentes. On a décidé d'ajouter les 60% de cette quantité et les 50% de cette quantité. Donc, on a formé notre biofilm et ensuite on a ajouté notre acétate de calcium à la surface. Et on a incubé nos gélos pendant 15 jours à 30 Celsius. Et dans nos résultats, donc, on peut vérifier qu'effectivement, la biomasse elle ne prend pas tous les calciums ajoutés pour former le carbonate de calcium et qu'il est préférable d'utiliser une concentration de 0,03 g par centimètre carré d'acétate de calcium sur les gélos afin de ne pas gaspiller l'acétate de calcium, qui dans un procédé industriel pourrait être important. Et donc, c'est la ajouté. Pour mes conclusions de mes essais sur les gélos, donc, j'ai constaté qu'il faut inoculer entre 3,6 et 3,6 fois 10 puissance 4 unités formatrices de colonies par centimètre carré afin d'avoir un biofilm uniforme sur gélos au bout de 3 jours et que la quantité initiale de l'inoculum n'affecte pas la quantité de carbonate de calcium produit pour les biofilms qui sont bien répartis et âgés de 3 jours. Aussi, on a dosé l'acétate de calcium ajouté en quantité de 0,035 cm² sur gélos pour ne pas produire des gaspillages de l'acétate de calcium. Et on suggère incuber nos gélos dans une période de 10 à 15 jours afin d'être sûr de former toutes les carbonates de calcium qui pourraient être formés dans le biofilm. Donc, avec ces conclusions sur les gélos, nous devons commencer à réfléchir à comment appliquer nos traitements à notre support comme le mortier. Pourquoi un mortier? Donc, parce que d'abord, c'est un matériau qui est facile à refaire d'autres laboratoires, parce qu'il a des caractéristiques chimiques similaires aux gravillons recyclés, et nous allons utiliser des disques de mortier. Donc, la partie aplatie du disque favorise l'observation de notre procédé à la surface. Et afin d'appliquer nos traitements développés sur gélos sur notre mortier, nous devons donc former un biofilm uniforme à la surface, mais aussi évaluer l'absorption de l'eau du matériel, car en évaluant l'absorption de l'eau, on évalue aussi l'efficacité de notre traitement pour diminuer l'absorption. Et on évalue l'absorption en conditions saturées surface sèche de notre mortier, et on l'exprime en pourcentage de la masse sèche. Il est difficile à traiter tout l'ensemble de la surface du mortier. Donc, ce que nous allons faire, c'est de traiter juste la partie supérieure du cylindre afin de placer nos bactéries à la surface. Donc, mais si on décide de traiter juste cette surface du mortier, donc il faut évaluer l'absorption de l'eau de la surface qu'on va traiter. Pour cela, nous avons décidé d'isoler les restes de la surface du mortier avec de la résine époxy. Bien sûr, nous nous sommes assurés que la résine époxy n'absorbait pas de l'eau et que pendant tous nos essais, elle ne se perçait pas, afin de nous assurer qu'elle isolait bien notre mortier. Ensuite, si je regarde ce qui se passe dans les gravillons recyclés, pour saturer jusqu'au corps du gravillon, l'eau il parcourt une distance d. Pour approcher mes conditions de mortier à celles d'un gravillon recyclé, donc l'auteur de mon mortier doit être de D sur 2, de façon à qu'un disque de 4 mm est représentatif d'un gravillon de 8 mm.
Une fois établis nos paramètres, nous pouvons donc produire nos mortiers. Et on a fait nos éprouvettes, nos cylindres, issus de 28 jours de cure. Ensuite, on les a laissés sécher pendant 2 semaines. Et après, on a appliqué 2 couches de résine époxy avec l'aide d'un pinceau. Ensuite, avec un scie, on a formé des disques de 3,5 et 6,5 mm. À ce moment, c'était juste les bords des disques qui étaient résinés. Ensuite, on a laissé sécher nos disques et on a appliqué notre couche de résine époxy à la surface, sur long des surfaces de ces mortiers, afin d'obtenir notre disque avec une seule surface exposée. Après, nous allons connaître la saturation des disques, car on veut saturer complètement notre disque comme ça se passe dans les gravillons. Et ici, je vous présente l'eau absorbée en fonction des hauteurs des disques avec une seule face exposée. Nous pouvons regarder que l'absorption est proportionnelle à l'auteur des disques. Donc, ces disques, ils sont saturés de façon homogène et ils sont bien représentatifs des gravillons de 7 et 13 mm. Une fois notre matériau validé, donc, on peut penser à former notre biofilm homogène à la surface. Nous avons déterminé que nous devons immerger nos mortiers dans des bouillons nutritifs pendant au moins 4 heures avant d'inoculer notre bactérie, car cela favorise la formation de biofilm. Aussi, nous avons constaté qu'il y a une rétention d'humidité supérieure à 6 minutes de nos mortiers dehors de l'incubateur, et c'est un signe macroscopique de la présence de biofilm. Ici, dans cette figure, je vous montre un mortier sur lequel on a formé notre biofilm homogène. Ces photographies, ils sont prises 7 minutes après d'avoir sorti nos mortiers d'un incubateur à 99% d'humidité. On peut regarder que donc, la couleur ombre est représentative de l'absorption d'humidité sur cette surface. Lorsque on regarde la surface où il y a une rétention d'humidité avec le microscope optique, on regarde qu'il y a un biofilm bien réparti à la surface, qui a un aspect visqueux et coulant comme une sorte de mucilage à la surface. On a déterminé que pour avoir cette biofilm bien répartie sur le mortier au bout de 3 ou 4 jours, il faut une ancienne quantité importante de bactéries à la surface, d'environ 10 puissance 7 unités formatrices de colonies par centimètre carré. Ici, on commence à regarder la différence de travailler sur un support délossé et notre mortier, car ici, on a besoin de plus de bactéries pour pouvoir former notre biofilm homogène. Donc, maintenant que nous avons formé ces biofilms à la surface de nos mortiers, nous devons penser et appliquer notre processus de bioprécipitation. Et nous avons décidé d'évaluer l'efficacité de notre procédé après l'application de 1 ou 2 cycles de traitement. Pour cela, nous avons utilisé 18 mortiers, 10 mortiers très traités et 4 contrôles. Pour nous montrer contrôle, on a décidé d'utiliser un mortier avec juste le bouillon nutritif, un autre mortier avec la bactérisol, un mortier avec notre source de calcium et un autre mortier seul. Donc, on a fait ça pour voir si on avait une éventuelle réduction d'absorption, que ces substances que ces composants ne sont les responsables de cette désabsorption. Pour démarrer notre expérience, on a immergé nos 10 mortiers traités dans 2 bouillons nutritifs à belle chance. Et ensuite, on a appliqué notre premier cycle de traitement. Donc, on a inséminé notre bactérie à la surface des disques pour former notre biofilm. On l'a cuvé pendant 7 jours. Une fois qu'on avait notre biofilm bien homogène à la surface, on a ajouté notre acide de calcium à cette quantité acquise sur la gélose, qu'on a dosé sur la gélose, pour démarrer un cycle d'incubation de 10 jours. Et on a cuvé nos mortiers à 99% d'humidité. À la fin de ce cycle, donc, on rassait la surface de notre mortier pour retirer la matière organique restante et les composants qui n'étaient pas attachés sur notre mortier. On a pris la moitié des mortiers traités et la moitié des mortiers de contrôle pour les analyser après cette première cycle. Et avec l'autre moitié, on a démarré un 2e cycle. À la fin de ce 2e cycle, nous avons aussi rincé la surface des mortiers afin de retirer, comme je vous ai mentionné, la matière qui n'était pas attachée.
nous savons bien sûr mesurer l'absorption de nos disques avant et après les traitements. Après les traitements a été réalisé par 12 opérateurs différents. Et ici, dans cette figure, donc, je vous montre les photographies des mortiers issus du premier cycle de traitement. Nous pouvons regarder qu'après notre traitement, on observe la formation d'une couche de couleur blanche et poudreuse à la surface. Mais lorsqu'on fait notre lavage avec de l'eau distillée et la brosse à dents, on peut regarder qu'une grande partie de la couche est éliminée. On a repris cette matière éliminée, on a réalisé une diffraction de rayons X et on a déterminé qu'il s'avérait de carbonate de calcium, ou qu'il y avait de carbonate de calcium sur cette matière. Ensuite, je vais vous en parler des résultats d'absorption de l'eau sur ces disques. D'abord, je vous présente donc les pourcentages des disques avant et après les traitements en fonction des conditions. L'histogramme bleu, c'est la moyenne des absorptions de mortier contrôle avant les traitements. L'histogramme jaune, donc c'est la moyenne des mortier contrôle après les traitements réalisés par un opérateur. Et aussi pour l'histogramme violet, mais réalisé par un deuxième opérateur. Donc, nous pouvons regarder que même si les deux opérateurs obtiennent des pourcentages différents, donc les écarts ils sont très similaires, ils ne sont pas assez différents, et que l'écart moyen interopérateur c'est de 0,41%. Donc nos essais sont répétables et reproductibles. Et on constate que l'application de la première cycle ne baisse pas l'absorption des mortiers. Ensuite, je vous présente donc les résultats des mortiers issus des deux cycles d'incubation, des mortiers contrôle issus des deux cycles d'incubation. Et enfin, après nos essais sur gélose et sur mortier, ce qu'on a observé, c'était une réduction de l'absorption de 5,7% à 1,9%, c'est-à-dire un chute d'environ 3,8% de l'absorption initiale de notre matériau. Donc maintenant, regardons ces résultats vis-à-vis de ce qu'on trouve dans la littérature. Donc nous avons parti d'une absorption initiale de 5,7 et on a fait un chute de cette absorption de 3,8%. Quand on a démarré la thèse, il y avait des équipes qui travaillaient sur des fractions de gravillons recyclés, sur lesquels ils ont réussi à réduire en moyenne 1% de l'absorption. En 2020, il y a eu une équipe qui a travaillé avec du sable recyclé et ils ont obtenu des résultats de réduction d'absorption similaires à ce qu'on a obtenu. Mais ils ont travaillé avec un matériau avec une absorption initiale plus importante, donc avec une porosité plus importante. Il peut s'avérer que donc réduire la porosité d'un matériau qui est initialement plus porose pourrait s'avérer plus facile. De nos essais sur mortier, donc on conclut qu'il faut conditionner nos mortiers avant d'ajouter notre bactérie à la surface, donc il faut immerger nos mortiers dans de bouillons nutritifs pour favoriser la formation de biofilms, qu'avec l'application de 12 cycles de traitement, on a une chute de l'absorption de 3,8% et que l'application de notre traitement dure 34 jours, mais celle-ci pourrait être raccourcie. Et maintenant, j'y arrive à mes conclusions générales. D'abord, je vais faire mon rappel des objectifs et des verrous. Ce que nous avons cherché dans nos objectifs, c'était de diminuer la porosité des granulats recyclés pour diminuer l'ajout de ciment et améliorer la recyclabilité. On ne cherchait pas forcément à stocker les dioxydes de carbone dans nos gravillons. L'un des verrous, c'était d'optimiser un procédé de colonisation et de bioprécipitation homogène s'appuyant sur la formation de biofilms. Dès nos sélections de bactéries, donc on a déterminé que Bacillus allodurans, la souche utilisée dans la thèse précédente, n'était pas capable de produire des biofilms. Cependant, cela ne veut dire qu'il ne pourrait pas être utilisé plus avant dans notre processus, de façon complémentaire peut-être. On a isolé 3 bactéries des gravillons de béton recyclés qui pouvaient
croître à un pH de 11, produire un biofilm et bioprécipiter, donc former le carbonate de calcium. Même si on a choisi une bactérie, il reste 2 bactéries avec des caractéristiques importantes pour être utilisées dans des autres procédés expérimentaux. Et la bactérie qu'on a choisie est apparentée à la bactérie Bacillus anisi. Elle forme un biofilm robuste, elle précipite la capacité de la bactérie, elle ne nécessite pas de durée pour produire les carbonates de calcium, et elle survit à la surface du mortier. Dès nos essais sur les LOS, on a déterminé que l'utilisation du milieu MGG était inutile, car elle ne favorisait pas ni la bioprécipitation, ni la répartition de la biomasse. On constate qu'il y a nécessité à avoir un biofilm préformé sur la LOS avant d'ajouter notre acétate de calcium, afin d'avoir une précipitation moyenne sur notre support. Et que le nombre de bactéries inoculées n'affecte pas la quantité de carbonate de calcium produit si on a un biofilm bien réparti à la surface, âgé d'au moins 3 jours. On a aussi déterminé le dosage optimal d'acétate de calcium ajouté sur nos GLOS, afin de ne pas gaspiller notre acétate de calcium. Dès nos essais sur mortier, donc on détermine l'importance d'immerger nos mortiers dans des bouillons nutritifs avant d'inoculer notre bactérie pour favoriser le biofilm. La rétention d'humidité à la surface de nos mortiers s'avère un signe macroscopique du biofilm. Après 6 minutes en dehors de notre incubateur de 99%. Et nous avons déterminé qu'il faut inoculer une quantité importante de bactéries non mortiers, plus importante que sur la GLOS, d'environ 10 puissance 7 unités formatisées colonies par centimètre carré. Car de cette façon, nous avions un biofilm homogène à la surface de nos mortiers au bout de 3 ou 4 jours, mais pour s'assurer de l'uniformité de cette biofilm, il est suggéré de les incuber les mortiers au moins 7 jours. Notre cycle de traitement, donc il dure 34 jours, il permet de passer d'une absorption de 5,7 à 1,9%, et c'est un résultat qui est très prometteur, même si on ne l'a pas appliqué sur des gravillons restés. Pour nos perspectives, dû à la crise sanitaire COVID-19, nos expériences, ils étaient perturbées, et aussi notre plan expérimental, il était perturbé. Je suis conscient qu'il y a pas mal d'expériences complémentaires à réaliser, mais on a priorisé les expériences qui nous aidaient à poursuivre pour atteindre les objectifs finaux de la thèse. Donc, dans les perspectives, il faut améliorer la précision de l'essai et de la mesure de l'absorption. Ce qu'on envisage à faire, c'est d'augmenter l'épaisseur des disques pour augmenter la quantité de l'eau à mesurer. Il faut confirmer les résultats sur mortier. Il y a information de que l'équipe de recherche avec laquelle j'ai travaillé au CPDM, ils ont réalisé un essai sur les mortiers, donc ils peuvent confirmer ces résultats. Et nous devons améliorer les traitements sur mortier, regarder qu'est-ce qui se passe après l'application de 3 ou 4 cycles. Est-ce qu'on pourrait baisser encore plus l'absorption? Augmenter le nombre d'applications de bouillon nutritif, peut-être dans la phase de bioprécipitation, car si on donne des nutriments et on a encore des bactéries qui peuvent croître et générer plus de sites de nucléation, ça se traduirait par plus de carbonate de calcium. Et on peut aussi essayer de diminuer les durées des cycles. Donc, on peut démarrer des cinétiques de précipitation sur nos mortiers afin de voir quand est-ce que la quantité de carbonate de calcium sur nos mortiers est assez pour diminuer l'absorption. Et appliquer sûrement notre traitement sur des gravillons et des sables recyclés. Réfléchir sur le passage de cette technique à échelle industrielle. Est aussi très important vérifier les propriétés de d'usage du béton avec les gravillons recyclés traités. Donc, on parle de l'hydratation ou de la compatibilité avec des autres solvants ou de la durabilité du béton. Merci beaucoup. Merci.